Salut, c'est Philippe et bienvenue dans Fenêtre sur la ville, la série de vidéos proposée par Pop-Up Urbain et Demain la ville. Vous l'avez sûrement deviné en voyant mon maillot, en ce moment c'est la Coupe du Monde et ça nous a donné envie de vous faire une petite vidéo sur les liens entre le sport et la ville. Mais promis, il ne sera pas question de football, en tout cas pas que de football, on va plutôt étudier la manière dont le sport en ville permet de comprendre comment nos villes sont organisées et comment elles pourraient mieux s'organiser demain. En effet, la problématique des sportivités urbaines soulève des questions cruciales en matière d'urbanisme. Du coup, enfilez vos plus beaux maillots, chaussez vos crampons, sortez les vélos, on part transpirer un peu dans les rues de nos métropoles. Il y a quelques semaines à peine, justement pour profiter du lancement de la Coupe du Monde, l'association Greenpeace a sorti une super étude qui mesurait le niveau de pollution sur des terrains de foot situés en centre-ville, en particulier à Lyon, Paris et Marseille. Ils ont notamment mesuré le niveau de dioxyde d'azote qui était sur ces terrains-là, et ils ont vu que les résultats étaient franchement pas réjouissants. Il faudra peut-être changer le style de notre vie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que même les présentations de mode n'y gagneront pas. Par exemple, ils ont mesuré des niveaux de pollution de 60 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote, alors que les normes prônées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est quand même pas n'importe qui, sont plutôt autour de 40 grands maximum. Le record il a été battu à Marseille où ils ont mesuré un pic à 120 microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube, alors que c'était même pas un jour de pic de pollution dans le reste de la ville. C'est quand même 3 fois le seuil autorisé prôné par l'OMS, ce qui en dit quand même long sur le niveau de pollution sur ce terrain. Bref, vous avez compris l'idée. À travers cette étude, Greenpeace a essayé d'alerter l'opinion publique sur les risques qu'il peut y avoir à pratiquer une activité sportive dans des villes denses. Le but, c'était évidemment pas de dire que si vous voulez pratiquer votre sport préféré, il faut forcément se réfugier dans un gymnase couvert ou dans une salle de gym, mais plutôt de sensibiliser les gens à la qualité de l'air, notamment par le biais d'une pétition qui est sortie en même temps que l'étude. Et donc, de facto, on absorbe à peu près 900% de plus de particules qui sont dans l'air polluantes. En l'occurrence, c'est pas les pratiques sportives elles-mêmes qui posent problème, mais le fait que les équipements sportifs aient été relégués aux limites de la ville. Et c'est cette partie urbanistique qui va nous intéresser plus précisément. Si on prend les villes étudiées ou n'importe quelle autre grande ville en France, les équipements sportifs sont souvent relégués à côté du périphérique ou des grandes autoroutes qui peuvent traverser la ville. Et ça s'explique par l'histoire récente de nos villes où à partir des années 50 et 60, on a privilégié l'automobile et fait passer des grandes infrastructures routières au milieu des villes. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la question parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans notre vidéo sur les autoroutes urbaines que je vous mets par ici, mais concrètement, ça soulève de vraies problématiques d'urbanisme. Et puis, le prix du foncier étant ce qu'il est dans les centres d'agglomération, on se retrouve avec des arrondissements qui ont littéralement aucun équipement en plein air, que ce soit pour le foot, le basket, le hand, le skate ou même la muscu, le fitness et tous les autres sports qu'on pourrait imaginer. Bref, si on résume, la culture routière et urbanistique qui a été prônée au XXe siècle fait qu'aujourd'hui faire du sport en ville, ça peut être un jeu dangereux. Alors vous allez me dire, oui mais il n'y a pas que le foot, le basket, etc. On peut aussi pratiquer plein d'autres activités sportives dans l'espace public et à même la rue. Il n'y a pas forcément besoin d'un équipement dédié pour le faire. Sauf qu'on arrive sur une deuxième problématique qui n'est plus une question de pollution, encore que, mais plutôt de sécurisation. Et en effet, il y a un grand nombre de sports qui peuvent être pratiqués dans l'espace public, que ce soit le jogging, le vélo ou les glisses urbaines, le skate, le roller et compagnie. Mais ça implique, par définition, de cohabiter avec des usagers de l'espace public qui ne sont pas là pour faire du sport. Je pense évidemment aux piétons, aux parents avec des poussettes et bien entendu aux véhicules. Barrez-vous, con de mime! Je vais pas reparler du clash vélo versus auto parce que là encore, on en avait beaucoup parlé dans la vidéo dédiée. Mais je vais revenir sur un point précis, la question du jogging qui a connu beaucoup de mutations ces dernières années. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de joggers qui pratiquent leur activité en groupe. C'est parfois sponsorisé par des marques, parfois c'est juste avec une bande de potes, et le but c'est d'avoir un peu d'émulation et de compétition, mais ça change concrètement totalement la pratique du jogging. Parce que clairement quand vous avez 20, 30, 50 runners qui traversent au passage piéton, ça provoque plein de conflits d'usage.
Sur Pop-Up, on avait rencontré un mec qui s'occupe d'un de ces groupes de runners à Paris, et il nous avait expliqué que quand ils partaient faire leur session, ils étaient obligés de faire la circulation, déjà pour permettre à tout le monde de passer au passage piéton sans risquer de se faire écraser, pour aussi calmer les voitures qui ont envie d'avancer et qui parfois sont un peu pressées, et puis pour courir en pack serré, de manière à ce que ça occupe pas l'espace public trop longtemps. Bref, c'est toute une logistique urbaine qui doit être mise en place quand on veut pratiquer cette activité sportive, et c'est ce qui nous amène à une réflexion sur le caractère monofonctionnel de ces espaces publics. Parce que c'est là le plus intéressant pour nous autres urbanistes quand on observe les sportivités urbaines. Ça permet de mettre en lumière des défauts, des limites de l'espace tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que effectivement, tous ces conflits d'usage que je viens de vous décrire à l'instant, ça vient mettre en branle littéralement toutes les théories urbanistiques qui ont été prônées au cours du XXe siècle. Si on grossit un peu le trait, ces théories disaient qu'un espace dédié doit avoir une et une seule fonction donnée. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'un espace ne peut pas être attribué à une seule fonction et qu'il faut le penser de manière plurifonctionnelle. Et il y a un nombre croissant de villes et d'urbanistes qui justement essayent de réfléchir à ces espaces qui peuvent s'adapter à des usages nouveaux, et c'est à ça que servent les sportivités. Elles nous montrent concrètement la diversité des usages qui peuvent être souhaitables dans un espace public donné. On en reparlera plus en détail dans une vidéo dédiée si le sujet vous intéresse. D'ici là, vous pouvez partager dans les commentaires toutes vos expériences de sport en ville les plus passionnantes, on lira ça avec plaisir. Moi je vous dis à bientôt, vous pouvez évidemment lâcher un pouce si vous avez aimé le contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos, et je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Merci.